Merci beaucoup et merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir accepté d'inclure effectivement Eshmunazor, père de Tavnit, dans le cadre de ce colloque. Alors, le sarcophage du roi de Sidon, Eshmunazor II, a été découvert le 19 janvier 1855 dans la nécropole située au sud-est de la cité de Saïda, au lieu-dit de Magarat Tabloun. Je cite, « sur un terrain appelé Biédar, près du fleuve Bargout ». La découverte est spectaculaire, à la fois pour la taille du monument, son style et ses liens avec l'Égypte, et pour le fait qu'il portait une très importante inscription phénicienne qui reste à ce jour la plus longue trouvée au Liban. Cette invention extraordinaire connaît un retentissement immédiat qui s'inscrit dans la durée à différents degrés. Cette découverte est le catalyseur, le déclencheur reconnu, voire revendiqué, d'une réaction scientifique importante, inégalée dans le monde des études sémitiques. Avant Thabnit, avant Alexandre, Eshmunazor devient une référence, un repère solide en archéologie sidonienne. De cette découverte, nous verrons donc l'impact, ou plus justement les impacts, qui sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Une conséquence directe découlant de son importance scientifique est la convoitise que manifestent notamment la France et l'Angleterre. Acheté par le duc de Luynes pour le Louvre, il a occupé et occupe toujours une place centrale au sein de la collection phénicienne du musée du Louvre. Cette découverte a eu un impact fondateur sur l'archéologie de terrain en terre phénicienne, avec notamment la mission de Phénicie confiée à Ernest Renan par l'empereur Napoléon III. Enfin, l'inscription sur laquelle les publications paraissent dès 1855 est à l'origine du projet du Corpus Inscriptionum Semiticarum présenté à l'Académie en 1867. L'achat du sarcophage et sa présentation au musée du Louvre ne se concrétisent qu'après un certain nombre de retentissements dans le monde diplomatique. De façon elliptique, cette découverte est souvent attribuée à Aimé Perretier, drogman chancelier du consulat de France à Beyrouth, et en fait, son agent est mentionné de manière anonyme dans le texte que publie le duc de Luynes en 1856. Et cet agent n'est autre qu'Alphonse Duriguello, vice-consul de France à Sidon, extrêmement actif sur le terrain. Dès le 23 janvier 1855, soit 4 jours après la découverte du monument, le sarcophage d'Eshmunazor attise les convoitises. En témoigne le procès, dont vous avez ici un extrait du compte-rendu, donc le procès qui s'est tenu à Beyrouth le 24 avril 1855, mettant en scène Alphonse Duriguello, je cite, « chargé depuis longtemps de faire des fouilles pour le compte d'Aimé Perretier », et mettant en scène donc Alphonse Duriguello et Habib Abella, consul de Grande-Bretagne à Sidon. Ce dernier se revendique bénéficiaire du sarcophage mis au jour sur le terrain, appartenant à Mustapha Effendi, moufti à Saïda, en vertu d'accords tenus avec les propriétaires et les ouvriers. Or, le droit de propriété de Duriguello est reconnu après un examen détaillé des étapes et la mise au jour du monument. On précise notamment la chronologie des faits et le nom de l'ouvrier, Mohamed El-Lok, découvrant, je cite, « vers midi, une inscription. Il vint aussitôt m'en prévenir chez le procureur où je me trouvais avec Mustapha Effendi. » La commission autorise M. Duriguello à faire retirer le dit sarcophage et en disposer comme bon lui semblera, sans qu'il puisse y être fait aucune opposition par les parties, et l'invite à faire remettre à Mustapha Effendi la gratification promise. Le 21 avril 1855, 3 jours avant cette conclusion, le comte de Nieuwerkerk, directeur général des musées impériaux, intendant des Beaux-Arts, s'adresse à Édouard-Antoine Touvenel, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Vous avez ici la lettre de Nieuwerkerk que je cite en partie. « Le musée du Louvre a un très grand intérêt à posséder ce sarcophage qui donne au premier acquis une valeur toute nouvelle à une époque surtout où l'on commence à étudier chez nous avec ardeur
et succès les antiquités de l'Orient, encore méconnues dans une grande partie de l'Europe. Relever le rôle de pionnier des savants français orientalistes en ce milieu du XIXe siècle rend légitime la revendication de l'acquisition du monument par la France. En juin 1855, grâce à l'intervention de Vincent Benedetti, chargé d'affaires à Constantinople et ami de l'empereur Napoléon III, le gouvernement ottoman adresse au gouvernement de Beyrouth des instructions pour la remise du sarcophage à la disposition de M. Edmond de Lesseps, consul de France à Beyrouth. Le projet se concrétise grâce au duc de Luynes, important collectionneur et mécène, ancien directeur adjoint du musée Charles X, qui d'ailleurs, selon la note communiquée par M. de Saint-Sauveur, avait chargé Aimé Perrotier, donc le duc de Luynes avait chargé Aimé Perrotier de faire des fouilles à Sidon, et c'est lui qui achète le sarcophage pour en faire don au Louvre. Un an après sa découverte, le sarcophage arrive à Paris le 9 février 1856. Vous le voyez ici à l'écran. Et dès le 15 février, le public peut le découvrir dans l'une des salles du musée assyrien, dont vous avez un plan ici, probablement aux côtés du sarcophage phénicien de marbre blanc trouvé en 1853, donc avant Eshmunazor, par Aimé Perrotier à Beyrouth ou Tripoli. En 1861, ils sont rejoints par un sarcophage égyptisant de marbre blanc découvert dans un tombeau de la nécropole de Sidon et par 2 exemplaires de la mission d'Alban Emmanuel Guillaume Ray entre Tartous, Amrite et Byblos. Les sarcophages de la mission de Phénicie complètent cette muséographie en 1864. En 1866, après l'arrivée au Louvre du colossal vase d'Amathonte que vous avez ici à droite sur l'écran, le sarcophage d'Eshmunazor est transféré dans la salle du nord de la colonnade. La première photographie connue du musée de la présentation de ces sarcophages phéniciens montre la petite salle assyrienne entre 1878 et 1881, avec au mur les reliefs du palais de Sargon II à Khorsabad. Au centre, allongé, le sarcophage d'Eshmunazor est encadré à gauche par le sarcophage de femmes en basalte de la mission Renan, un très beau sarcophage à gaine dans le goût de ceux de Saïda, non plus en marbre cette fois, mais en basalte rougeâtre de Safita. La tête vaut les plus belles de Saïda et les surpasse en effet par suite de la matière qui est d'un ton extraordinaire, pour reprendre les mots d'Ernest Renan dans une lettre adressée à Hortense Cornu à la fin du mois de juin 1861. À droite du sarcophage d'Eshmunazor se trouve donc le sarcophage égyptisant de Sidon, découvert par Perrotier, acquis par Edmond de Pertuis, et devant les pieds d'Eshmunazor est exposé le lion en basalte, dit lion de Byblos, acquis par Perrotier en 1853. Eshmunazor rejoint le vestibule, qui est donc la pièce voisine de celle-ci, au moment de l'arrivée des antiquités de la délégation en Perse en 1902. Il prend alors la place au centre de la salle dite des tombeaux phéniciens, avec au mur des bustes de Palmyre. Il est clair que la muséographie se concentre autour d'Eshmunazor et jusqu'à son transfert dans la crypte Marengo, vous pouvez le voir encore aujourd'hui, en 1947, accroché sur un mur de l'escalier assyrien, donc cet escalier qui part ici, que vous voyez à l'angle de la diapositive, donc accroché au mur de l'escalier assyrien, le moulage du sarcophage, du couvercle du sarcophage de Tabnit, son père, complète cette présentation. Alors, l'accroissement de la collection phénicienne du Louvre, en particulier des sarcophages anthropoïdes, n'est finalement que l'écho muséal de l'impact qu'a eu la découverte du sarcophage du roi Eshmunazor dans le champ de l'archéologie de terrain. Dans une lettre adressée
à Ernest Renan le 11 avril 1861, Hortense Cornu évoque la quête de sarcophage. Je la cite. « Que ce sera beau de posséder tout cela, de posséder vos grands monuments. J'aurais bien voulu certainement les voir dans ce râne tel que vous le décrivez si poétiquement. Ils perdront ici, mais ils n'en seront pas moins admirés. Depuis votre départ, le musée s'est dépêché d'en exhiber. Monsieur Ray en a donné 3. On en a acquis 1 ou 2, et ils ont été bien vite placés à côté du sarcophage d'Eshmunazar. Il y en a 2 à belle tête. Tous sont sans inscription. N'en trouverez-vous pas ? Il me semble que la plaine de Tyr doit cacher des nécropoles plus anciennes, mais vous savez cela mieux que moi. » Pour évoquer l'effervescence archéologique du côté français qui suit cette découverte, nous aurions pu insister sur la mission scientifique de Guillaume Ray et associée à Louis de Clèves. Nous avons préféré revenir en quelques mots sur la mission de Phénicie, ainsi décrite par Edmond Potier, donc conservateur au Louvre, dans son histoire du département inédite. Je cite Potier. « De toutes les trouvailles, envois et dons antérieurs à 1860, est née la mission Renan. La découverte du sarcophage d'Eshmunazar, en particulier, donnait à penser que d'autres trésors se cachaient encore dans les profondeurs du sol syrien. On sait à la suite de quelques péripéties et comment, pour échapper à la curiosité de placer dans une des premières chaires du Collège de France un ancien élève du grand séminaire brouillé avec l'Église, l'empereur Napoléon III, au mois de mai 1860, offrit aux savants orientalistes, alors âgés de 32 ans, d'organiser une exploration méthodique des sites phéniciens. On trouvera dans l'ouvrage publié de 1864 à 1874, La mission de Phénicie, le récit de cette mémorable campagne où Renan déploya sous un climat brûlant une activité et une énergie qu'on n'aurait pas attendu d'un homme plus habitué aux travaux de bibliothèque et aux méditations philosophiques qu'aux chevauchées et aux travaux de fouilles. Il avait divisé son champ d'action en 4 régions, embrassant toute la Phénicie, la région d'Aradouz, la région de Byblos, la région de Sidon, la région de Tyr. Les trouvailles furent surtout fructueuses dans les nécropoles. Il y compromit sa santé, faillit mourir d'un accès de fièvre, et il eut la douleur de perdre sa sœur bien-aimée Henriette, qui n'avait pas voulu le quitter. Mais il rapportait en France plus de 160 pièces, parmi lesquelles on compte la plus belle série de sarcophages anthropoïdes qui soit connue. Des reliefs et inscriptions phéniciens, beaucoup de menus objets. Après le musée assyrien de Botha, après le musée judaïque de Saucy, Renan constituait au Louvre une 3e section, le musée phénicien. La découverte du sarcophage d'Eshmunazar a éveillé, attisé la curiosité scientifique et l'espoir d'Ernest Renan, qui s'engage dans la mission de Phénicie. Il l'écrit lui-même. Je cite Renan, « Une immense attente fut excitée par cette découverte. On crut tenir le centre d'une nécropole royale. Il paraissait souverainement invraisemblable que le premier grand sarcophage phénicien que l'on découvrit pût être l'unique de son espèce, le seul qui portât une inscription. Des fouilles multipliées furent entreprises, de 1855 à 1860 autour de la caverne. Elles ont produit des résultats très importants, mais le sarcophage d'Eshmunazar n'en demeura pas moins un morceau unique. Aucune inscription ne vint réaliser les espérances que les esprits les plus timides s'étaient crus autorisés à former. À peine arrivé au Liban, à Beyrouth, le 30 octobre, Renan se précipite à Saïda où il décide de commencer son travail. Et je le cite encore dans sa mission, dans une lettre adressée à Hortense Cornu. À Saïda, le travail est tout indiqué. Il s'agit de déblayer entièrement la nécropole où a été trouvé le sarcophage d'Eshmunazar. Je sais que les recherches faites dans ce champ ont été sans résultat important. Je ne puis croire cependant que le sarcophage précité fut le seul qui porta une inscription. En tout cas, le monument mériterait à lui tout seul qu'on le dégageât. Le site de la nécropole de Sidon devint donc le théâtre d'un travail archéologique assez actif. Aimé Perretier cède à Ernest Renan une partie des terrains qu'il avait achetés, espérant découvrir des sépultures de la famille du roi.
On doit à l'auteur de la mission de Phénicie une description plus précise du site et du tombeau au flanc de la caverne d'Apollon, tombeau qui prendra le numéro 33 sur le plan réalisé par le docteur Gaillardo et publié dans les planches de la mission. Eschmounazor est cité 66 fois par Renan dans sa mission, fréquemment rappelé dans sa correspondance, toujours comme point de référence topographique, historique, stylistique, épigraphique et paléographique. Parallèlement, des missions archéologiques étrangères se mettent en place, ce qui génère certaines craintes entre archéologues. Ernest Renan écrit à Hortense Cornu le 29 janvier 1861. Je le cite. « Comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, madame, il y a à Saïda des agents anglais, les Abella, qui, lors de la découverte du sarcophage d'Eschmounazar, achetèrent pour le musée britannique le droit de fouille sur la plupart des terrains environnants. Prévoyant que cette circonstance serait pour nous une source de grave embarras, j'en ai parlé au noble Lord Dufferin, qui était commissaire du gouvernement anglais en Syrie, qui immédiatement a écrit aux 10 agents de n'opposer jamais aucune difficulté à nos fouilles. Il faudra attendre toutefois 30 ans pour que la découverte du sarcophage d'Eschmounazor trouve son écho archéologique le plus retentissant à Sidon. En mai 1887 est découvert dans la nécropole de Haya, sur le terrain de Mehmed Sherif Effendi, par les fouilleurs dirigés par Hamdi Bey, le sarcophage du roi Tabnit. Je cite la publication d'Hamdi Bey, page 96, « Je vis avec admiration un magnifique sarcophage anthropoïde en pierre noire, semblable à celui d'Eschmounazar, et tout couvert d'inscriptions hiéroglyphiques et phéniciennes. Si la découverte du sarcophage d'Eschmounazor a incité, nous l'avons vu, les archéologues à continuer et à approfondir leurs recherches, il nous a semblé intéressant, dans une optique réciproque, de mesurer l'impact de la découverte du sarcophage de Tabnit sur l'interprétation du sarcophage de son fils Eschmounazor. L'inscription en phénicien, gravée sur le sarcophage de Tabnit, a aussitôt été envoyée à Ernest Renan, qui en fait immédiatement la traduction et l'envoie par télégramme à Hamdi Bey. Vous avez ce texte publié par Hamdi Bey et Renak à gauche de l'écran. Merci et félicitations. Voici la traduction. Votre précieux envoi sera communiqué vendredi à l'Académie. Et s'ensuit la traduction proposée par Ernest Renan. La présence d'une inscription égyptienne sur le sarcophage de Tabnit relance l'idée, déjà avancée par Adrien de Longperrier, déjà avancée par Auguste Mariette, qu'il y en avait également une sur le sarcophage d'Eschmounazor qui aurait été effacée ensuite. En 1887, Renan, à la séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres du 24 juin, annonce ainsi la découverte du sarcophage de Tabnit. Je cite « Seulement, on n'a pas gratté les hiéroglyphes pour les remplacer par une inscription phénicienne. On a mis l'inscription phénicienne au pied du sarcophage, à la rencontre de la cuve et du couvercle. » Joseph d'Hérambourg, lors de la séance du 8 juillet de la même année, dit « La nouvelle inscription phénicienne que les fouilles d'Hamdi Bey ont fait découvrir présente un double intérêt. Elle n'a pas seulement de l'importance par elle-même, elle est en même temps fort instructive pour l'inscription d'Eschmounazar II conservée au Louvre. Il propose alors une explication à la double inscription phénicienne gravée sur le sarcophage d'Eschmounazar. L'inscription courte, qui par son contenu, et qui se trouve donc au-dessus de sa tête, et qui par son contenu correspond pratiquement au texte en phénicien de Tabnit, aurait été une première tentative pour conserver les hiéroglyphes. Seulement, le désir de l'ambitieuse Amie Ashtart, donc épouse de Tabnit, mère d'Eschmounazor et sœur également de Tabnit, Amie Ashtart, jalouse de raconter les grandes choses qu'elle avait faites, aurait obligé le graveur à chercher un emplacement plus étendu et à faire disparaître l'ancienne inscription égyptienne. Au-delà de la mission, pour qui fouillera à Saïda, le tombeau du roi Eschmounazor reste un repère éternel.
La mobilisation et les actions de savants français et étrangers, citons Charles Torrey dans les années 1900, est forte, et on assiste à une éclosion d'hommes blancs couchés, pour reprendre les termes de Renan. Mentionnons Georges Contenot, conservateur au Louvre, qui explore en 1914 un champ appartenant aux familles Clatte et à Sirane, où Renan n'avait pas poussé les investigations. Il y découvre notamment le fameux sarcophage au navire et 5 sarcophages à couvercle en bâtière. Les fouilles qu'il mène sur le chemin d'Elmera livrent quant à elles 2 sarcophages anthropoïdes en marbre. Je laisse la place à Françoise Briquel pour la suite. Alors, on va passer peut-être un petit peu plus à l'épigraphie. On a vu que la mission de Phénicie avait été acceptée par Renan, outre l'occasion qu'elle pouvait lui donner de passer en Palestine, alors qu'il écrivait ses origines du christianisme, pour trouver des inscriptions phéniciennes. Et là, je cite la première page de l'introduction de la mission. Un fait d'ailleurs me frappait, c'était l'extrême rareté des inscriptions phéniciennes trouvées en Phénicie. Au lendemain de la découverte du sarcophage d'Eshmunazar et d'une autre encore trouvée à Sidon, il s'agit d'une des premières inscriptions de Bodastart, il me paraissait difficile que la Phénicie dût rester au-dessous de Chypre, de Malte, de la Côte d'Afrique, pour l'abondance des textes écrits en phénicien. Dans une lettre à Albert Réville, du 22 juillet 1860, il dit son attente de trouver des inscriptions différentes de celles d'Eshmunazar. Je cite, « Je ne sais si vous avez appris que je pars à l'automne prochain pour la Phénicie. J'espère augmenter un peu le nombre de grandes inscriptions phéniciennes, les seules qui nous apprennent quelque chose. Je voudrais surtout trouver autre chose que des inscriptions de sarcophages. Je veux dire des inscriptions publiques ou religieuses. » La moisson fut moins belle qu'il ne l'espérait, mais c'est sans doute de là qu'est né le projet du Corpus Inscriptionum Semiticarum, le CIS, dont Renan a présenté le projet à l'Académie le 25 janvier 1867, obtenant la création d'une commission dont il a lu le rapport en avril de la même année. En ce qui concerne l'utilité du projet, votre commission a été unanime pour la reconnaître. Par sa domination dans une partie de l'Afrique, par ses relations scientifiques avec l'Égypte, la Syrie, la Grèce, par les nombreux monuments d'écriture sémitique qu'elle possède déjà dans ses musées, par les missions ou voyages que des savants français ont récemment accomplis, par les études suivies qui, depuis quelques années, ont été faites chez nous, des monuments écrits de l'Orient sémitique, la France semble désignée pour donner un tel recueil au monde savant. Monument d'épigraphie sémitique au Louvre, mission de savants, études, l'allusion est claire à Eshmunazar et à mes missions de Renan. Après avoir défini l'objet, il donne le plan qui commence par les inscriptions phéniciennes. Donc voilà le plan qu'il avait fait de ce que pourrait être ce corpus et qu'il présente donc en 1867. Le livre premier est celui consacré aux inscriptions phéniciennes, puniques et néo-puniques. Et le chapitre premier sera dédié à la Phénicie. Dans la Phénicie, il prévoit les inscriptions de Sidon, d'Oum-el-Amromide et les monnaies de Phénicie. D'après ce plan, l'inscription d'Eshmunazar était destinée à être le numéro 1 de la Pars Prima du CIS, qui donc a été édité en latin. Les découvertes faites entre 1867 et 1881, date de la publication du premier fascicule, ont repoussé la place de ce monument au numéro 3. Voilà, la planche du CIS consacrée à Eshmunazar, qui donc a le numéro 3. C'est finalement la stèle de Yeraomilk de Byblos, qui est le numéro 1. Cette stèle fut découverte en 1869 de façon fortuite, à 25-30 mètres de l'angle sud-ouest de la forteresse de Byblos, d'après une lettre de Perretier à Renan. Le numéro 2 est un unique caractère sur un sarcophage anthropoïde trouvé par Guillaume Ray à Sidon. Vous le voyez au milieu, juste en dessous de l'estampage.
un caractère que Lompérier avait repéré après l'arrivée au Louvre. Le numéro 4 est donc l'inscription de Bodastart, que Renan avait mentionné, trouvée en 1859. Vous voyez le numéro 4 à gauche. Le numéro 5 est le bol dédié à Baal du Liban, qui en fait avait émergé sur le marché des antiquités de Limassol, à Chypre, mais que Renan a considéré comme une antiquité de Phénicie, parce qu'il est mentionné le Baal du Liban. On pense actuellement plutôt que c'est une antiquité fabriquée, enfin un objet fabriqué à Chypre. Ensuite, une petite inscription de Tyr, celle qui est triangulaire au centre, qui comprend un seul mot, et de 7 à 9, les inscriptions d'Oum el-Ahmed, appelées encore Oum el-Amouamid par Renan. C'est donc 3 inscriptions importantes qui se trouvent au musée du Louvre. Au total, donc, en 1881, le CIS comprend seulement 9 inscriptions phéniciennes de Phénicie, dont seulement 4, celle d'Oum el-Amouamid et l'inscription de Tyr, trouvées par Renan. La publication du CIS nécessita la fonte de caractères phéniciens. 2 types furent utilisés, chacun avec 2 corps différents, l'un pour l'écriture archaïque, l'autre pour l'écriture classique. Si le premier, très rigide, est inspiré des caractères gravés sur le bol de bronze trouvé à Chypre, l'autre, dit phénicien classique, fut très probablement dessiné d'après l'inscription d'Eshmunazor, dont il reprend les formes simples et très claires. Je vous ai mis aussi les caractères de la stèle de Yeraomilk, dans cet essai de tableau de comparaison. Elle fournit bien sûr un bien moins bon modèle parce que la gravure y est beaucoup moins lisible. Et pour le même, au moins, donc le colonne au centre, vous voyez que la hampe a une longueur totalement différente sur celle d'Eshmunazor. Ce caractère classique fondu fut utilisé pour toutes les autres inscriptions, y compris d'époque hellénistique ou punique, même si tel ou tel caractère fit l'objet d'une nouvelle fonte. Et là, vous le voyez sur l'inscription d'Oum el-Ahmed, je vous ai mis en cadre de Chine. Celui qui est à la 4e ligne, c'est le même caractère que sur celui d'Eshmunazor, mais on a fondu un autre Chine pour mieux correspondre aux Chines des inscriptions d'époque hellénistique, et notamment de Chypre. Et ensuite, vous voyez en bas à droite, on a rajouté un deuxième tave de type punique pour les inscriptions puniques. Furent rajoutés aussi fondus des chiffres dont on avait déjà l'unité et le chiffre des dizaines dans l'inscription d'Eshmunazor, mais dont l'inscription d'Oum el-Ahmed I nécessitait le chiffre 20 et le chiffre 100, d'ailleurs encore à cette époque-là mal interprétés. La graphie de l'inscription d'Eshmunazor devint donc le modèle type de l'écriture phénicienne. On peut d'ailleurs souligner que c'est la découverte de l'inscription d'Eshmunazor qui permit définitivement de distinguer le mime du Chine, qui jusque-là n'était pas toujours facile à distinguer dans les inscriptions de Chypre. Et donc c'est cette inscription qui a assuré complètement le déchiffrement du phénicien. L'inscription du sarcophage d'Eshmunazor a même entraîné un développement inattendu de l'épigraphie phénicienne. Il s'agit de l'inscription qui aurait été trouvée au plus tard en 1872 près de Paraíba, aujourd'hui João Pessoa, à la pointe orientale du Brésil. La copie de l'inscription que vous avez ici a été envoyée à l'Institut historique et géographique du Brésil en 1872, avec une note dont l'auteur est inconnu. Elle fut publiée en 1874 par Ladislao Neto, directeur du Musée national de Rio de Janeiro, et suscita notamment l'intérêt de l'empereur Pedro II. Alors, l'inscription commence, vous pouvez la lire très facilement. « Nous sommes des fils de Canaan, venant de Sidon, la ville du roi. » Je ne vous traduis pas tout, mais le texte précise qu'ils sont des sujets de Hiram de Tyr,
Partis de Ezion-Geber, donc c'est ce port au fond de la mer Rouge, ont fait le tour de l'Afrique et qu'ils ont été jetés par les vents sur cette terre où ils ont sacrifié un jeune homme. Tout ceci correspond à ce que l'on connaissait des Phéniciens à l'époque, notamment par la Bible. L'inscription, je vous lis, là, nous sommes des fils de Canaan, est à la première personne du pluriel, ce qui n'a pas de parallèle dans l'épigraphie phénicienne, mais se trouve dans le périple d'Anon, un texte grec relatant le périple d'un Carthaginois dans le golfe du Guinée, texte connu depuis le XVe siècle, mais qui venait d'être édité savamment en 1853. Le départ d'Ezion-Geber évoque les expéditions communes lancées par Hiram et Salomon. Les sacrifices d'enfants font bien entendu partie de l'image des Phéniciens. L'écriture correspond aux tables des signes publiées à l'époque, notamment à ceux d'Eshmunazor, un peu redressés, alors que, s'il s'agit d'Hiram et Salomon, l'inscription devrait être du Xe et pas du VIe siècle, donc avoir des caractères archaïques. Ernest Renan a tout de suite reconnu que cette inscription était inspirée d'Eshmunazor, comme le montre une lettre écrite à Pedro II, empereur du Brésil, donc lettre d'Ernest Renan du 6 septembre 1873. Quoiqu'il soit délicat de se prononcer sur un monument que l'on n'a pas vu, j'ose dire cependant que l'apocryphisme de cette inscription me paraît certain plutôt. Enfin, il y a des endroits, je coupe dans la lettre, il y a des endroits qui trahissent un décalque maladroit de l'inscription d'Eshmunazar. Le retentissement mondial de la découverte s'affirme ici avec éclat.